Bonjour, je m'appelle Sébastien Tortelli. Le motocross c'est ma passion, c'est la vôtre aussi? Grâce à Moto Verte, on va passer une petite heure ensemble. Je vous expliquerai les bases théoriques de votre sport et de mon sport. La technique de pilotage, mais aussi mes petites astuces. C'est par une journée ensoleillée le 19 août 1979 qu'est né le petit Sébastien Tortelli. Très tôt, il louche sur la vieille bécane de papa, mais c'est le Père Noël qui lui offre sa moto tant attendue à l'âge de 4 ans. 6 mois plus tard, il remporte sa première victoire, un talent est né. Les années passent et le cross devient une véritable passion. En 1991, il est sacré champion de France en 80 cm3 et est repéré par Jackie Vimon qui lui propose un encadrement sportif à la hauteur de ses espérances. Dès lors, ses progrès seront constants et en 1993, celui que l'on surnommera Dino intègre la structure de l'INSEP. Mener de front ses études et la course au titre ne semble pas le déranger outre mesure, puisqu'il est sacré champion d'Europe 125 en 1995 et champion du monde l'année suivante, en établissant au passage un record de 11 victoires sur les 12 courses que comptait le championnat. Sébastien roule désormais en 250 et si 97 ne lui a pas toujours porté chance, gageons qu'il ne se fera pas prier pour encore étoffer son palmarès. Une chose en tout cas est sûre, vous ne pouviez pas trouver meilleur professeur. Le motocross, comme tout sport mécanique, est un sport relativement dangereux, du moins qu'il y a de la vitesse. Donc le premier des choix, c'est vraiment d'avoir un équipement dans lequel on se sent confortable et dans lequel on se sent en confiance et qu'on puisse bouger comme on le souhaite. Bon, le casque est le premier achat, je pense, primordial à faire, sur lequel il ne faut pas lésiner parce que ça permet de sauver sa tête. Le mieux, c'est de le prendre un peu plus serré, comme ça, après 2 ou 3 entraînements, les moutes se tassent, le polystyrène intérieur se tasse aussi, et le casque est vraiment adapté à notre taille. Après les casques, il y a les bottes. Bon, le plus important, c'est souvent d'avoir une bonne partie fixe à l'intérieur et bien rigide, ce qui permet de bien protéger la cheville et d'avoir un confort interne. Sur le devant également, il faut que ce soit souvent qu'il y ait des plis comme qu'on voit sur mes bottes actuellement et qu'il y ait une séparation avec les attaches. Comme ça permet une bonne flexibilité et un bon mouvement des bottes. Le plus important aussi, c'est d'avoir une bonne partie où il y a l'inscription souvent de la marque, qui est souvent en plastique vraiment rigide, qui permet l'absorption de cailloux, de chocs. Après, sur les attaches, il y a plusieurs sortes d'attaches. Le plus important, c'est bien de les serrer au niveau du bas du pied et de détendre légèrement sur le dessus, ce qui permet aux genouillères, aux protections d'avoir assez de place et une bonne mobilité. Après ça, il y a souvent aussi les protections que l'on ne voit pas, qui sont les pare-pierres. Le devant est très important, ça permet l'absorption des pierres, mais l'arrière est aussi important. C'est vraiment important d'avoir un pare-pierre intégral qui permet une absorption aussi en cas de chute. C'est bien d'avoir une protection dorsale aussi. Bon, après, chacun peut le modifier comme il veut, son pare-pierre, le couper, le laisser tel quel. Mais le plus important, c'est d'avoir un pare-pierre qui protège frontalement et dorsalement. Par la suite, il y a la ceinture. Bon, la ceinture, c'est surtout une protection spécifique à la lombaire qui permet un bon maintien de la colonne vertébrale et surtout quand on est jeune, c'est très important de ne pas avoir de problème de colonne vertébrale. Également, il y a les genouillères. Bon, les genouillères, pour ma part, c'est vraiment des genouillères qui peuvent sembler imposantes. Il y a une protection déjà qui est beaucoup plus importante au niveau des impacts, qui monte un peu plus haut que des coques qu'on peut mettre, qui sont également bonnes, mais qui protègent un petit peu moins. Mais des coques qu'on met dans les bottes, ça va également et ça permet déjà une bonne protection et de se sentir déjà bien sur soi. Bon, au niveau du pantalon, c'est très important d'avoir une bonne partie qui soit bien élastique sur le côté et qui soit assez large au niveau du genou parce que quand on a des grosses genouillères, ça permet vraiment une aisance dans le pantalon. Il ne faut pas hésiter des fois à les prendre un peu plus grands. Les lunettes, bon, ça se fixe sur le casque. Il y a beaucoup de variétés de lunettes de nos jours. Ce qui est important, c'est quand on se retrouve en course ou en entraînement où il y a du monde, c'est d'avoir un écran jetable. Bon, ici, ça permet d'avoir une meilleure vision. Dès qu'on suit quelqu'un et qu'on prend une projection, on enlève et puis c'est terminé, quoi. Bon, par la suite, il y a les gants.
Bon, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne protection sur le dessus qui aide en plus pour l'absorption des cailloux. Important également d'avoir une partie supplémentaire au niveau du pouce et une jarre de petite mousse qui est interne, qui est au niveau de la paume, ce qui permet que quand on tombe doucement ou bêtement, quand on met la main, on est protégé et puis on ne souffre pas et puis c'est terminé pour la journée. Bon, maintenant, je vais m'habiller et puis on revient. On a vu l'équipement du pilote, maintenant on va voir la position moto. Bon, la première des choses, c'est de sortir sa moto de la béquille pour avoir une compression des suspensions et vraiment avoir une similitude avec le roulage. Après, il faut avoir une position centrale, exactement comme je suis, à peu près au niveau des repose-pieds, les jambes de chaque côté. Ça permet d'avoir une bonne stabilité de la moto. Bon, après, on règle le guidon, il ne faut pas le mettre dans des positions extrêmes, soit trop en avant, comme ça, ou soit trop en arrière, parce que ça nous cause des problèmes. Là, vraiment comme ça, c'est problème au niveau de poignet. Et puis si on le cause dans l'autre sens, on a du mal à attraper le frein ou d'autres problèmes. Donc il faut vraiment bien le mettre au centre. Essayer d'avoir la position la plus agréable pour le corps, ni trop. Là, comme ça paraît bien. Bien au centre, c'est le plus important. Une fois qu'on a réglé le guidon, le plus important, c'est d'avoir les leviers dans l'axe. C'est-à-dire que pas d'avoir les leviers trop hauts qui cassent le poignet, ni trop bas où ça fait aller chercher quelque chose trop bas, trop loin. D'essayer de l'avoir juste légèrement incliné vers le bas, qui permet d'avoir les doigts dans la continuité de l'avant-bras et de la position. Une fois que les deux sont réglés, après pour les conteneurs blancs, généralement on se sent bien sur la moto et ça permet plus facilement de faire des choses et de s'amuser. Une chose dont on pense pas souvent, c'est le réglage de la poignée de gaz, c'est-à-dire le jeu qu'on y laisse. Bon, personnellement, moi je laisse un petit peu de garde, pas beaucoup, juste le nécessaire pour avoir une liberté au niveau de la poignée. Bon, si on laisse trop de garde, ça empêche d'avoir une accélération franche et il faut qu'on tourne déjà la poignée avant d'avoir une moto qui réponde. De plus, j'ai un réglage personnel au niveau du frein avant. Moi j'ai un frein avant qui est relativement souple et je laisse mon levier avant revenir très près de mes doigts, parce que ça me permet d'avoir un bon appui au niveau du freinage sur mon guidon et d'avoir une meilleure puissance. C'est-à-dire mon frein avant vient très près des doigts. Au sujet de l'embrayage également, il y a une légère garde qui est nécessaire parce qu'au cours du roulage, souvent l'embrayage chauffe. Et s'il n'y a pas un petit peu de garde, la moto cire et on bousille l'embrayage rapidement. Pour ce qui concerne le réglage du frein arrière, bon, l'essentiel c'est d'essayer d'avoir la pédale de frein au même niveau que le repose-pied, c'est-à-dire essayer de faire une ligne en ayant la pédale ni trop basse ni trop haute. À partir de ce moment-là, c'est comme ça qu'on règle la base du frein arrière. Et après, pour le régler, bon, moi personnellement, je le règle sur la piste, c'est-à-dire je décide si ça doit être un peu plus haut ou un peu plus bas. Mais le plus souvent, on le laisse légèrement à la même hauteur pour avoir un maximum d'efficacité. Pour le réglage de suspension, l'essentiel se fait sur la piste, mais on doit prendre une base qui doit se faire dans le parc fermé. Pour ce, Jackie va m'aider. On doit mesurer la moto sur la béquille, le débattement de l'amortisseur, c'est-à-dire du boulon du garde-boue arrière jusqu'au bras oscillant. Après cela, on sort la moto de la béquille. À ce moment-là, on se met en charge sur la moto, bien au centre de la moto. On doit trouver une autre mesure plus petite qui nous permet de trouver une différence qui est comprise généralement entre 8,5 et 10,5. Pour moi, personnellement, je roule à une mesure de 9,4, 9,5. Ça dépend des terrains souples ou durs. Mais pour terrain boueux, par contre, on passe à une mesure qui est de 8,5 parce que la boue pèse un peu plus lourd. Donc ça demande d'avoir un amortisseur plus tendu pour avoir une meilleure stabilité de la moto.
Avant d'attaquer la piste, une des choses qui est primordiale, c'est de savoir en gros la position qu'on doit avoir sur une moto. Donc la chose la plus importante, c'est d'avoir la tête au-dessus du guidon et en regardant au loin devant soi, ce qui permet d'avoir une bonne position du corps, c'est-à-dire bien placé au milieu de la moto. La plupart du temps, on est debout sur les jambes parce que on a besoin d'absorber les trous, donc légèrement fléchis. Ça donne à peu près cette position-là, tout en regardant devant, les yeux bien toujours tout droit, même si la tête est légèrement penchée. De plus, il faut toujours avoir les coudes bien en accord avec le guidon et la position qu'on a pris au début quand on a réglé le guidon. Pas avoir les bras tendus, pas avoir les bras en bas comme ça parce que ça nous enlève de la force, ça nous enlève de la précision. Et après ça, généralement, on essaie d'être le plus mobile sur la moto et de bien garder les pieds sur le repose-pied, de jamais laisser traîner un pied et de bien serrer avec le genou la moto. Bon, après ça, on peut rouler et on va mettre tout ça en pratique maintenant. Bon, la ligne droite, c'est l'endroit préféré des débutants, de ceux qui commencent juste la moto et qui se font plaisir parce qu'ils pensent se mettre à fond et gagner du temps. En fait, faire attention, c'est l'endroit où il faut se lever, faire vraiment attention parce que c'est l'endroit du circuit où on a le plus de vitesse. Et c'est facile de prendre un coup de raquette quand on est assis et de s'envoyer en l'air. Bon, la plupart des gens pensent des fois que leur moto n'est pas bonne parce qu'ils se font déposer dans une ligne droite. Mais ça ne joue pas spécialement dans la ligne droite, ça dépend comment on a pris le virage. Si la personne qui est derrière nous prend mieux le virage et a plus de vitesse en sortie, c'est normal qu'au bout d'un moment, elle nous rattrape et nous passe. Donc il faut faire attention à ces deux choses. Et le plus important dans une ligne droite, c'est quand même de se mettre légèrement sur l'arrière de façon à alléger l'avant, ce qui permet de passer légèrement plus vite dans les trous et moins freiner la moto comme elle tape moins de la roue avant. Également, il est nécessaire de bien la serrer pour un contrôle maximal parce que si on ne serre pas la moto, elle peut partir à droite ou à gauche et ça peut donner des coups de raquette et amplifier le mouvement. Donc, bien être sur l'arrière, bien la serrer, ça donne le meilleur résultat qu'on puisse avoir. On y va ? Voyons une première fois l'action à vitesse normale. La ligne droite est commandée par un virage en appui et est passablement défoncée. Tout ce qu'il faut pour analyser les points importants au ralenti. Sortie du virage en appui, le pied intérieur revient dès que possible sur le repose-pied pour favoriser la motricité. Un doigt sur l'embrayage permet d'aller chercher toute la puissance du moteur. Un premier trot en sortie de courbe déstabilise d'entrée la machine. Sébastien reste bien en ligne et la contrôle en la serrant fermement entre ses jambes. Immédiatement, il se positionne légèrement en arrière sur la selle, en appui sur les jambes, bras fléchis, et il contrôle si bien la trajectoire en serrant la moto entre ses genoux qu'il lui est possible de lâcher le guidon sans appréhension. Notez le regard du pilote qui va chercher le prochain obstacle, ainsi que la position du pied gauche, figé sous le sélecteur, prêt à passer les rapports à la volée. L'un des points essentiels du motocross, c'est le freinage. Donc la position de base en freinage, c'est d'être à l'arrière de la moto, les deux pieds sur le repose-pied, on freine à peu près 40% du frein arrière, 60% du frein avant. C'est le frein avant qui nous permet de réellement nous arrêter dans un virage et de contrôler la moto et de la diriger réellement où on veut. Le point principal, c'est qu'il faut d'abord freiner du frein arrière pour asseoir la moto et après on peut freiner du frein avant pour vraiment arrêter la moto. Si on freine du frein avant, on lève l'arrière, et à ce moment-là, si on freine de l'arrière, ça ne sert plus à rien, ça peut nous faire glisser, mais ça ne nous assurera plus la moto et ça ne nous permettra plus vraiment de faire un freinage efficace. Bon, pour l'absorption des trous, généralement, ça se passe tout dans les cuisses, ce qui permet d'encaisser les chocs et d'aider les suspensions à mieux passer. Bon, ici, il y a le freinage où tout le monde passe, qui est le freinage qu'on voit dans tous les trous. Il y a une trace qui est juste à droite, qui est la trace du filou, c'est-à-dire celui qui passera plus vite et qui fera un freinage clean parce qu'il n'a pas de trou et qui le gérera comme on veut. La difficulté de ce freinage, c'est que derrière il y a un virage à droite, donc il faut lâcher relativement tôt le frein arrière et finir jusqu'au milieu du virage avec le frein avant. Maintenant, je vais vous montrer les deux possibilités. On l'aura compris, le choix de la trajectoire la plus plane constitue un point essentiel du freinage lorsqu'il se veut efficace.
À l'abord du freinage proprement dit, le pilote adopte la position idéale pour amortir les chocs. Corps en ligne, debout sur les repose-pieds et coudes bien écartés. Le regard se porte déjà sur l'entrée du virage. Sébastien entame le freinage du frein arrière et assoit la moto avant de saisir le levier de frein avant. Notez comme la position du pilote lui permet de soulager les suspensions. Un doigt sur le levier d'embrayage évitera de caler en cas de blocage inopportun de la roue arrière. En se déhanchant légèrement en fin de freinage, Sébastien inscrit la machine en courbe à l'aide de ses jambes. Ce n'est qu'en toute fin de phase de ralentissement que le pilote s'assied et tend la jambe intérieure pour négocier le virage à proprement parler. Pour illustrer l'importance du choix de la trajectoire, observez bien les deux séquences qui suivent. Sur la trajectoire la plus utilisée, les roues décrochent et ne sont plus au contact du sol en permanence. Le freinage perd de son efficacité et le moteur risque de caler. Sur la trajectoire idéale, la moto reste au contact du sol, le freinage est optimum et le pilote fatigue beaucoup moins. Je me situe ici dans un virage à plat. Bon, la technique du virage à plat, c'est d'arriver de freiner jusqu'au milieu du virage, ce qui permet d'avoir le point de gravité légèrement plus bas de la moto, donc d'avoir meilleur appui au sol. Il ne faut spécialement pas accélérer dans le milieu de la courbe quand on est en train de faire notre virage. D'une part parce que ça fait glisser la roue arrière et d'autre part c'est parce que ça fait glisser la roue avant. Donc il faut rester sur la vitesse qui reste du freinage. Et pour la sortie, il faut accélérer réellement quand on est en ligne et qu'on a pris sa direction. Autrement, si on accélère trop tôt, on a tendance à se faire des sucettes. Donc il faut vraiment bien être en ligne à la sortie. Les deux pieds sur le repose-pied, le pied intérieur ramené le plus vite possible. Et à ce moment-là, on peut faire ce qu'on veut. Le problème majeur dans les virages sans appui sera d'éviter les dérobades de la moto au moment où l'on effectue le virage proprement dit et lors de la réaccélération. Il est donc important de d'abord appliquer les règles que nous venons de voir pour le freinage. Corps bien en ligne sur la moto, appui équitablement réparti entre les jambes et les bras. Le pilote ne s'assied que lorsqu'il entre dans la courbe. Remarquez que les suspensions tassées par le freinage abaissent sensiblement le centre de gravité de la machine et facilitent son inscription en courbe. En maintenant la pression sur les commandes de frein, Sébastien profite le plus longtemps possible de ce phénomène et effectue la première partie du virage sur l'élan. Notez que le pied extérieur charge dès que possible le repose-pied afin de mieux contrôler une éventuelle glisse de l'arrière. Le frein avant est lui aussi relâché très tard dans la courbe. Ce n'est qu'au tout dernier moment que le pied intérieur prend appui au sol pour jouer le rôle de pivot. Remarquez comme la jambe extérieure reste plaquée contre le réservoir pour aider la moto à virer. Le buste du pilote reste quant à lui parfaitement en ligne. En sortie de courbe, le pied intérieur reprend aussitôt position sur le repose-pied, la tête et les épaules au-dessus du guidon chargeant l'avant pour la réaccélération. Il est indispensable de bien appuyer sur le repose-pied extérieur de la moto en fin d'action pour favoriser la motricité et redresser la machine en vue du prochain obstacle. Parmi les virages que nous allons étudier, il y a les virages avec cornière, comme celui-ci. Bon, le principe est simple, quand on rentre, une fois qu'on a fini son freinage, on s'assoit dans le virage, en même temps on tend la jambe. Pour ce qui est du regard, on doit bien regarder le début de la courbe pour bien y mettre sa roue avant dans cette ornière. Et après, à partir de ce moment-là, on regarde plus vers la sortie. On garde bien la jambe droite bien serrée contre la moto. Aussi, c'est important de ne pas donner des coups de gaz vraiment importants, ce qui casse l'appui et qui nous font sortir soit à droite, soit à gauche. Donc de maintenir un bon filet de gaz qui nous permette d'insérer la moto dans une courbe et de garder la limite qu'on s'est donnée. À partir du moment où on est à la sortie du virage, en traction, à ce moment-là, on ramène le pied et à ce moment-là, on peut mettre les gaz à fond et ça permet d'avoir une bonne sortie. Les deux pieds sur les repose-pieds permettent de bien absorber les trous qu'il y a en sortie. Contrairement au virage à plat, l'ornière fournit un appui dont on se servira pour augmenter la vitesse de passage en courbe. Le pied intérieur sort beaucoup plus tôt que lors du virage à plat et servira de point d'appui mobile tout au long de la courbe. En fixant du regard le point précis où il placera sa roue avant, Sébastien conditionne déjà l'essentiel du virage. Celui-ci se négocie sur un filet de gaz constant et la jambe extérieure maintient la machine dans la trajectoire choisie.
Dès que la courbe est passée, la jambe d'appui va chercher le repose-pied intérieur et prépare la réaccélération. Le pilote adopte une position debout, bien en avant, afin d'absorber les nombreuses irrégularités propres aux zones de sortie de courbe et d'éviter les cabrages intempestifs. Dans le passage qui suit, Sébastien vous illustre les défauts majeurs à éviter. Jambe intérieure qui traîne dangereusement et nuit à la motricité. Corps en arrière et coude le long du corps qui empêche un guidage correct de la machine. Ne riez pas, c'est bien plus courant qu'on ne le croit. On se trouve ici devant un virage relevé sur la droite. Donc le plus embêtant, c'est que c'est du côté du frein arrière, donc on a du mal à s'arrêter dans le virage, ce qui nous demande d'arriver dedans relativement droit et de donner un coup de frein arrière pour pouvoir faire pivoter la moto et repartir en ligne. Le virage relevé ne pardonne pas d'erreur. En cas d'arrêt de progression, le pied ne peut trouver d'appui et c'est la chute assurée. Lors de son approche, Sébastien évite astucieusement une irrégularité du terrain en soulageant la moto au-dessus d'un trou susceptible de le déséquilibrer. Debout sur les repose-pieds, le corps se déhanche pour inscrire la machine dans le virage à l'aide des jambes. Le pied intérieur quitte la pédale de frein au dernier moment, après avoir fait déraper la roue arrière pour faire pivoter la moto. Notez la position du corps, coude bien écarté pour permettre d'avoir la tête parfaitement au-dessus du guidon. À nouveau, le pied d'appui vient chercher dès que possible le repose-pied, pour une meilleure motricité à l'accélération. On va aborder maintenant un sujet important dans le motocross, qui sont les sauts. Bon, ici on se trouve sur une table, qui est un des grands types de sauts qu'on va rencontrer. Également on va voir tout à l'heure un saut à plat, c'est-à-dire un saut avec une réception à plat. Bon, pour ce qui concerne une table, la réception doit se faire dans la descente et le point le plus important se situe sur la pelle. Donc pour la pelle, le plus important c'est d'arriver debout. Bon, des fois on arrive assis, ça arrive souvent en supercross où à ce moment-là on est obligé de sauter assis parce qu'on n'a pas le temps de ramener le pied sur le repose-pied. Mais dès qu'on a l'occasion de ramener le pied sur le repose-pied, on doit sauter avec debout, les deux pieds sur le repose-pied et les jambes légèrement fléchies. L'accélération doit se faire tout au long de la pelle, si possible. Et généralement, on continue à accélérer même si la roue avant a décollé. Si on coupe alors que la roue avant est à l'air et que la roue arrière est encore au sol, ça va donner un effet et on va partir sur la roue avant. Donc c'est un effet qui ne sera pas bon et on peut tomber. Donc, le plus important, c'est d'avoir une accélération franche et continue jusqu'à ce que la roue arrière décolle. Bon, il ne faut pas accélérer jusqu'en haut parce qu'autrement on peut se faire en soleil et se retourner également. La base de la position sur les sauts en tant que table, il faut être situé au milieu de la moto, c'est le mieux, c'est-à-dire ni trop à l'arrière parce qu'à ce moment-là on passe sur l'arrière, ni trop en avant parce qu'à ce moment on pique du nez. Donc la base c'est d'être bien centré au milieu de la moto et avoir toujours la tête au-dessus du guidon et le corps légèrement reculé. Et à partir de ce moment-là, on fait un bon saut. Bon, je vais vous montrer maintenant. Ces sauts que le novice redoute tant deviennent vite pour les pilotes confirmés le seul endroit du circuit où il est possible de souffler. Malgré le virage qui précède la pelle, Sébastien est debout à l'approche du saut. À la base de la pelle, les jambes fléchies tassent les suspensions et le buste bien en avant permet d'avoir la tête quasiment à la verticale des pieds. Le pilote se détend sur la pelle et lorsque la roue avant quitte le sol, les jambes ont donné toute leur impulsion. Dans les airs, le corps reste souple et se positionne en arrière afin d'encaisser harmonieusement la réception. Ce n'est que lorsque la roue avant aura repris contact avec le sol que Sébastien ramène ses épaules à la verticale du guidon. Les genoux sont serrés afin de maîtriser un éventuel coup de raquette et la remise des gaz peut se faire aussitôt que la roue arrière touche le sol. De profil, on apprécie mieux la position d'attaque du pilote. Sébastien illustre maintenant la position à ne surtout pas adopter lorsqu'on négocie la pelle. Épaules trop en arrière, le corps est totalement déséquilibré et les bras tireront sur le guidon dès que la moto sera en l'air. La comparaison avec la position idéale parle d'elle-même. Trop en arrière, la machine ne peut aborder la réception dans l'axe de la pente et le pilote ne pouvant réaccélérer dès que la roue arrière touche le sol, ce sont de précieuses secondes qui s'envolent. Si vous êtes dans ce cas de figure et que vous cherchez à rétablir l'assiette de la moto dans les airs, un coup de frein arrière fera piquer la moto du nez. Attention toutefois à bien débrayer pour ne pas caler avant la réception.
A l'inverse, si vous coupez trop tôt les gaz sur la pelle, la machine aura tendance à partir vers l'avant. Si vous êtes dans une situation critique et risquez de passer au-dessus du guidon, il est peut-être encore possible de se récupérer en accélérant franchement en l'air afin de relever le nez de la moto. Quoi qu'il en soit, la pelle régit la quasi-totalité du saut et Sébastien vous prouve qu'il n'est nul besoin des bras pour contrôler la moto dans les airs. On a vu les sauts du genre table. Maintenant on est sur le deuxième type, qui sont les sauts à plat. Bon, c'est le même principe, excepté qu'à la réception il faut accélérer légèrement avant, ce qui permet à la moto de s'écraser mais rester bien au contact du sol et ne pas rebondir. C'est surtout valable quand il y a des trous. Bon, sur ce saut à plat ici il y a une exception, c'est qu'il y a un creux sur le dessus, donc il faut donner impulsion avant pour passer par-dessus le creux. Le saut à plat obéit donc aux mêmes règles de base que lors d'une réception en descente. Le pilote aborde la pelle debout sur les repose-pieds, bras et jambes légèrement fléchis, épaules au-dessus du guidon. Regardez bien comment Sébastien agit sur la moto afin d'éviter la légère dépression avant la crête de la bosse. Compression des suspensions, puis flexion des bras et des jambes pour libérer la moto sous le pilote. Attention toutefois de ne pas toucher la crête de la pelle avec la roue arrière, les conséquences seraient douloureuses. Au dernier moment, Sébastien relève l'avant de la machine et accélère pour plaquer l'arrière au sol. Les jambes sont toujours serrées, le corps bien en ligne pour attaquer la ligne droite qui suit. On se situe derrière la grille de départ. Bon, le départ c'est 50% de la course. C'est un des premiers points qu'on doit aborder et un des plus sérieux. Bon, au sujet du placement, le meilleur généralement c'est de choisir la trajectoire la plus courte. Bon, après ça dépend de l'adhérence qu'on a, ça dépend comment est le premier virage. S'il est vraiment serré, s'il est à 90 degrés, à ce moment-là il faut ouvrir un petit peu l'angle, choisir un peu plus long. Mais bon, généralement, le moins de personnes qu'on a à l'intérieur, c'est le mieux. Ça nous permet d'être sûr de sa place au plus mauvais des cas. Bon, pour faire la grille en elle-même, la trace du moins, il faut essayer de prendre une trace qui est la plus droite possible, ou si elle n'est pas droite, la refaire droite. La lisser le plus possible également. Ça permet une meilleure traction. Bon, ici on est vraiment sur un sol meuble, donc il faut la tasser légèrement. On peut voir qu'il y a une partie en métal, donc le métal ça va nous faire glisser si on accélère. Cette partie en métal est à recouvrir avec de la terre meuble et on fait un genre de petite rampe qui permet de passer par-dessus la grille, d'avoir une meilleure sortie de grille. Bon, une fois qu'on a fait la petite rampe, on a bien tassé, il reste à voir la partie de la grille. Bon, dans les règlements FIM, on ne doit pas passer de l'autre côté de la grille, on doit rester au niveau de la grille et derrière, on ne doit pas travailler autrement. Autrement c'est une disqualification, donc il ne faut pas rigoler avec ça. Donc on a le droit de la toucher et de la lever. À partir de ce moment-là, on assouplit le passage derrière la grille ou retombe la grille elle-même. Ça permet d'éviter les rebonds ou autre chose. Bon, une fois que toute cette partie est prête, on tasse bien. Il est vraiment important de placer sa roue avant, juste devant la grille. Si on est quelqu'un qui aime anticiper, à ce moment-là on place la moto un peu plus en arrière et on avance progressivement. Moi je préfère réagir net au réflexe. Donc pour ça j'étudie le système de la grille. Je regarde comment il fonctionne. Bon, ici on voit que c'est une tige. Une tige ici qui est tirée par une autre tige. Donc ça fait que ce qu'on doit regarder au départ, cette tige qui bouge. Dès qu'elle bouge, on remet les gaz et ça permet de partir. Vous avez choisi votre position derrière la grille et préparé votre aire de départ. Maintenant, place à l'action. Sébastien place son corps le plus possible en avant de la selle, assis presque sur le bouchon du réservoir, les deux pieds à terre, coude bien écarté et le regard rivé sur le mécanisme de déclenchement de la grille. Le départ se fait sur le deuxième rapport. L'embrayage est à la limite de l'attaque et au baisser de la grille, il ouvre les gaz en grand.
Sébastien préfère garder un maximum de poids sur l'avant au point de passer le troisième rapport d'un coup de talon. Remarquez encore une fois comment Sébastien serre la machine entre ses genoux, ce qui lui permet de la diriger en se déhanchant. Et comment les coudes écartés trahissent la hargne du pilote. Le cas le plus classique de dépassement consiste à choisir la trajectoire intérieure dans un virage. Votre adversaire choisit l'extérieur espérant garder le maximum d'élan pour aborder la ligne droite qui suit et ne voulant pas se risquer dans l'ornière. Dans le cas de figure qui nous occupe, Sébastien n'hésite pas à choisir de virer dans l'ornière, sûr de sa vitesse d'exécution qui lui permettra de sortir du virage devant les roues de son adversaire. Toutefois, si l'adversaire ne vous offre pas cette opportunité et garde jalousement la trajectoire intérieure, il faudra choisir une option plus stratégique. Dans ce deuxième cas de figure, Sébastien pourrait suivre son adversaire, mais choisit l'extérieur du virage. Son but n'est pas de le dépasser ici, mais de préparer une action décisive dans le virage suivant. Croyant gêner Sébastien, l'adversaire élargit la trajectoire en sortie de courbe. Sébastien s'efforce de resserrer la sienne. L'adversaire n'a pas d'autre solution que d'aborder très tard la seconde courbe, alors que Sébastien a déjà amorcé un changement de direction qui lui permet de repiquer à l'intérieur du virage suivant. Surpris et impuissant, l'adversaire n'a d'autre choix que de laisser s'échapper Sébastien dans l'enfilade qui suit. Au ralenti comme à vitesse réelle, l'action est quasiment imparable. Dernière forme de dépassement et probablement la plus délicate, le bloc-passe. Une solution qu'il faut parfaitement maîtriser si l'on ne veut pas mettre sa santé et celle de son adversaire en danger. Le principe consiste à couper la trajectoire du concurrent avec autorité et de le contraindre à couper les gaz lors de sa réaccélération. Sébastien pique à l'intérieur du virage, retarde au maximum son freinage et pivote sous le nez de son adversaire. Contraint de sacrifier son élan pour éviter l'accrochage, ce dernier n'aborde pas l'obstacle suivant dans les meilleures conditions. Après avoir vu le pilotage sur terrain dur, on va voir un cas particulier qui est le pilotage sur le sable. Donc on va attaquer par un virage. La différence d'abord d'une réglage de la moto, c'est essayer d'abaisser la fourche au maximum pour avoir une balance plus haute de l'avant et plus basse de l'arrière, ce qui permet un enfoncement moindre dans le sable parce que le principal problème du sable, c'est dès qu'on coupe le gaz, on a tendance à s'enfoncer de la roue avant. Donc on essaie d'être un maximum sur les jambes et un maximum sur l'arrière pour alléger la roue avant, ce qui permet de garder vraiment une bonne vitesse et surtout d'éviter de tomber. Parce qu'à partir du moment où on met son poids sur l'avant dans le sable, pour peu qu'il soit mou, automatiquement on passe par devant. Le frein avant est vraiment un point à oublier dans le pilotage dans le sable. Parce qu'à partir du moment où on freine, on a tendance à piquer de l'avant et à ce moment-là on tombe. Donc le mieux c'est d'appuyer sur le frein arrière et en même temps de couper les gaz. Ça nous suffit amplement pour freiner et faire réellement un freinage efficace dans le sable. Mais le régime moteur le plus utilisé est le couple, parce que si on fait gueuler la moto et si on la fait forcer énormément, on a tendance plutôt à s'enfoncer. Et que si on garde un couple, on reste plus facilement au-dessus du sable et on a une meilleure vitesse, donc on pénètre moins dans le sable. Toujours garder le maximum de vitesse, surtout bien ouvrir l'angle des virages, bien être debout sur les repose-pieds avant d'attaquer quand on est dans les trous surtout, et s'asseoir bien au centre de la moto dans un virage pour avoir le minimum de portée sur la roue avant. Règle numéro 1 dans le sable, toujours conserver le maximum de vitesse.
Pour ce faire, on élargit les trajectoires autant que possible. À l'abord de la zone de freinage, la position debout permet d'absorber les irrégularités du terrain susceptibles de vous déstabiliser. Notez que Sébastien n'a pas le moindre doigt sur le levier de frein avant. Son usage est à proscrire. Le pilote s'assied au milieu de la selle et tend la jambe très tôt dans le virage. La position du haut du corps, légèrement en arrière, permet de soulager la direction. L'accélération se fait de manière franche, pratiquement tout au long de la courbe. Dans le sable comme ailleurs, la motricité prime et impose de ramener dès que possible le pied sur le repose-pied et d'adopter la position debout pour absorber les obstacles suivants. Autre particularité du sable, les longues lignes droites où se forment les vagues. La particularité, c'est qu'il faut avoir une bonne vitesse de pointe. Pour ça, il faut être sur l'arrière de la moto et savoir accélérer dans le creux des vagues, du moins ce qui permet à la roue avant de rester bien sur le dessus et d'enfiler plus facilement les vagues. On accélère quand la roue arrière est dans la descente des vagues et à ce moment-là, ça nous évite de tirer de trop sur le guidon et la roue avant effleure juste la crête de la bosse suivante. Les pieds sont placés réellement en arrière sur les repose-pieds, c'est-à-dire sur la pointe des pieds, ce qui permet de bien s'étendre sur l'arrière de la moto et de bien avaler les bosses. Toujours debout, il faut vraiment éviter de se mettre assis parce qu'autrement ça fait des dégâts. Les vagues de sable peuvent devenir un réel cauchemar pour qui ne sait pas comment les appréhender. Et le problème se corse avec le passage des concurrents. Regardez bien les roues de la moto de Sébastien. La roue arrière accélère dans la descente vers le creux de la vague, de sorte que la roue avant, délestée, vient se poser sur la crête de la bosse suivante. Ce travail s'effectue plus grâce au dosage des gaz qu'à la force des bras. Le pilote reste bien en arrière sur la selle en phase d'accélération pour soulager l'avant et revient légèrement vers le guidon pour éviter de cabrer sur les crêtes. Voyez comment la roue directrice ne fait qu'effleurer le sable et comment les pieds très en arrière permettent de soulager les suspensions grâce au travail des chevilles. Dernier point important, toujours rester parfaitement en ligne, bien serrer la machine entre les jambes et garder un doigt salvateur sur l'embrayage. Avec un peu de pratique, vous devriez très vite faire aussi bien. Bon, avant tout, le motocross c'est quand même un sport physique, donc il y a besoin d'un entretien physique et d'une condition. Bon, pour ma part, je juge que le footing c'est le meilleur travail, c'est-à-dire quand on fait un footing, on fait travailler toute la chaîne musculaire, c'est-à-dire du bas jusqu'en haut, on fait travailler jusqu'au bras. Quelqu'un qui court fera travailler et son cœur et toute sa chaîne musculaire, plutôt que quelqu'un qui fait du vélo, à ce moment-là fera beaucoup travailler ses jambes, son cœur, mais pas tout le haut du corps. Donc le travail équivalent, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un footing de 1 heure aura le résultat d'une personne qui fait du vélo pendant 2 heures. Le vrai travail se fait dans la régularité. Bon, un pilote de bon niveau, on a des manches de 40 minutes, c'est-à-dire avec les 2 tours ça fait 45 minutes sur un Grand Prix. Donc on fait à la fois du footing en plus intense, c'est-à-dire à peu près entre 45 minutes voire 1 heure. Mais bon, on le fait 4 fois par semaine. Et en plus, on a un travail musculaire, c'est-à-dire un peu de musculation, pas spécifiquement de la musculation pour prendre du muscle ou prendre de la force. C'est plus un travail de musculation pour entretenir notre chaîne musculaire, voire travailler un petit peu le dos pour avoir moins de problèmes, c'est-à-dire avoir une meilleure stabilité corporelle et tout ça. L'autre petite astuce, en plus de la condition physique, c'est la tenue guidon moto. Pour ma part, j'ai souvent des ampoules aux mains. Donc ce que je fais, je mets des straps, c'est-à-dire, là ici j'ai le type de strap que j'utilise. J'ai des straps pour les pouces qui sont réellement plus fins et avec lesquels je fais le tour du pouce. Et des straps un peu plus épais
où je mets à l'intérieur des mains, à l'extérieur des mains, et ça permet d'avoir un genre de seconde peau qui permettent d'avoir une meilleure résistance. Bon, la personne qui fait du motocross pour se faire plaisir n'a pas besoin d'avoir d'entraînement physique, mais quelqu'un qui a fait à partir de ce moment-là un petit peu en compétition, s'il veut avoir de meilleurs résultats, il a besoin d'avoir un petit peu d'entraînement. On a pu voir tout au long de la cassette les différentes techniques possibles sur un terrain de motocross. Bon, maintenant, il reste à les mettre en pratique. J'espère que vous en ferez bon usage et que je vous ai apporté à travers tous ces petits conseils un petit plus pour la prochaine fois que vous monterez sur une moto. Bon, le motocross, avant tout, doit rester un sport plaisir. Pour moi, c'est allé. J'espère que pour vous aussi. On commence tout de suite par les principaux équipements et les réglages de base. En cosma... Oh. On commence tout de suite par la technique de loupage. La Rivière Vidéo, c'est aussi la cassette anniversaire des 10 ans de Bercy. De Jean-Michel Bell à Bradshaw, en passant par les Johnson, Bailey, Ward et O'Mara, c'est une occasion unique de revivre les moments forts d'une épreuve pas comme les autres. Au total, 52 minutes de frissons livrés avec un fascicule de 36 pages, dans le plus pur style moto verte.